Nous étions en l'an 603, une période de transition profonde et angoissante pour le royaume d'Angleterre. L'air dans les palais royaux, autrefois lourd du parfum entêtant des parfums et des médicaments de la reine Élisabeth vieillissante, avait maintenant une qualité différente, une odeur âcre et inconnue de changements venus du nord. Un nouveau monarque, Jacques VI d'Écosse, avait voyagé vers le sud pour réclamer une seconde et plus grande couronne en tant que Jacques Ier d'Angleterre, unissant deux nations perpétuellement en guerre sous une seule et même tête. Mais de quelle sorte de tête s'agissait-il? C'était un érudit, un théologien, un homme dont l'intellect était renommé, mais derrière le vernis du roi philosophe se cachait une vulnérabilité profonde et troublante. La question qui flottait dans les galeries parfumées et murmurantes de Whitehall ne concernait pas simplement la politique ou la religion, mais la nature même de l'homme. Comment la fin la plus intime d'un roi, son besoin désespéré, presque pathologique, de l'affection intime de beaux jeunes hommes, devient-elle une affaire d'État, un outil politique, et, finalement, un poison insidieux qui menace de corrompre le cœur même du royaume? Préparez-vous à un récit de pouvoir et de désir, où la chambre à coucher royale devient le champ de bataille le plus périlleux du royaume et où le contact d'un roi pouvait conférer une richesse fabuleuse ou une condamnation à mort. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un roi et de ses favoris, c'est une exploration de la manière dont le pouvoir immense et absolu d'un monarque peut être pris en otage par la plus humaine et la plus fragile des dépendances, une faiblesse qui allait préparer le terrain à la rébellion et à l'effondrement final de la couronne elle-même. L'Angleterre dont Jacques hérita était une nation définie par le fantôme de sa prédécesseur. Élisabeth Ière, la soi-disant reine vierge, avait régné pendant plus de 4 décennies grâce à une projection magistrale de force, de mystique et d'autorité intouchable. Sa cour était un écosystème soigneusement équilibré de factions concurrentes, toutes tenues en échec par son refus de se laisser posséder personnellement, que ce soit par un mari ou par un favori unique et tout-puissant. Sa mort laissa un vide non seulement de pouvoir, mais aussi d'identité. Dans ce vide s'engouffra un roi dont toute la vie avait été une étude de contraste. L'enfance de Jacques en Écosse fut une éducation brutale à la survie politique. Il était roi dès le berceau, son père, Lord Darnley, assassiné dans une explosion spectaculaire alors que Jacques avait moins d'1 an, et sa mère, Marie, reine d'Écosse, contrainte d'abdiquer et de fuir, pour finir dans une prison anglaise et sur le billot du bourreau. Il grandit comme un pion dans les jeux cruels des seigneurs écossais, un garçon solitaire et craintif qui trouvait son réconfort non pas dans les sombres réalités de l'art de gouverner, mais dans les livres et dans l'affection intense et suffocante de quelques compagnons choisis. Ce contexte forgea un homme aux contradictions profondes et troublantes. Il possédait un intellect vif et pédant et rédigea des traités sur des sujets allant de la sorcellerie au droit divin des rois. Mais il était tourmenté par un profond manque de dignité personnelle, une élocution baveuse et une aversion terrifiée pour les épées dégainées. Il était à la fois le chef suprême de l'Église et de l'État, et un homme cherchant désespérément, ouvertement, une forme d'amour que sa société et son rang ne pouvaient publiquement reconnaître ou tolérer. Son arrivée en Angleterre ne fut donc pas seulement un changement de souverain, mais l'introduction d'un élément nouveau, profondément personnel et finalement explosif dans le calcul du pouvoir. La cour jacobéenne, comme elle fut rapidement connue, était à des lieux de l'austérité calculée de la fin de l'ère élisabéthaine. C'était un lieu d'extravagance choquante, de mascarades arrosées où les dames de la noblesse étaient trop ivres pour tenir debout, et de dépenses effrénées qui laissaient le trésor royal à bout de souffle. C'était aussi un foyer de fermentation intellectuelle et de génie artistique, l'âge de Shakespeare et de Donne. Mais sous la surface scintillante, une nouvelle grammaire politique s'écrivait, fondée non pas sur le conseil ou le mérite, mais sur la proximité avec la personne du roi et ses affections. C'était le système du favori. La dépendance de Jacques envers de telles figures n'était pas née en Angleterre. C'était un modèle importé de sa jeunesse. En Écosse, il avait été totalement captivé par son cousin français Esmé Stuart, qu'il fit duc de Lennox, le comblant d'un amour si intense qu'il provoqua une conspiration nobiliaire qui vit l'exil du favori. Maintenant, sur la scène plus grandiose de l'Angleterre, les enjeux étaient plus élevés et les appétits du roi n'avaient pas diminué. Les courtisans apprirent vite que le chemin de l'avancement ne passait pas par la chambre du conseil, mais en attirant le regard vagabond du roi. Ils étaient à la recherche d'une nouvelle étoile à laquelle ils pourraient atteler leur wagon politique. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Le moment de la découverte, comme c'est si souvent le cas, fut une pure affaire de hasard, une pièce de théâtre qui n'aurait pu être mieux scénarisée.
Lors d'un tournoi royal de joute en 607, un beau jeune homme d'origine écossaise nommé Robert Carr fut chargé de présenter un écu et une devise au roi. Par une pirouette du destin qui scella sa destinée, son cheval trébucha et tomba, brisant la jambe du jeune homme juste devant la loge royale. Le roi, sa compassion et un autre intérêt, plus profond, immédiatement piqué, se précipita aux côtés du jeune homme, ordonnant à ses propres médecins de le soigner. Cette chute ne fut pas une infortune, ce fut une ascension. Pendant la convalescence de Carr, le roi lui-même lui rendit visite constamment, non seulement pour s'enquérir de sa santé, mais pour l'instruire, le former, le modeler. Il était une motte d'argile, et le roi était le sculpteur, désireux de créer non seulement un compagnon, mais un reflet de ses propres désirs. La cour observa, avec un mélange d'admiration et de dégoût, un nouveau soleil commençait à se lever. L'ascension de Robert Carr fut un spectacle d'obsession royale. De l'écuyer blessé et soigné par un roi, il gravit les échelons de l'aristocratie à une vitesse qui laissa la noblesse établie bouche bée et bouillonnante de ressentiment. Il fut fait chevalier, puis vicomte, et enfin créé comte de Somerset. Il fut comblé de terres, de monopoles et d'une immense richesse, mais ce n'était que des babioles comparées au véritable prix, le pouvoir politique. Jacques le nomma gentilhomme de la Chambre, une position d'une intimité sans pareille qui donnait à Carr accès au roi dans ses moments les plus privés et les plus vulnérables. Il devint le seul conduit par lequel s'écoulait le fleuve du patronage royal. Les pétitions, les nominations et les politiques devaient toutes passer entre les mains de Carr. Il était le gardien de l'accès au roi, et il s'enrichit fabuleusement grâce aux frais et aux pots de vin que cette position commandait. Les chroniqueurs et épistoliers de l'époque, comme le perspicace John Chamberlain, rapportaient avec un choc mal dissimulé les démonstrations d'affection ouverte du roi. On voyait Jacques s'appuyer sur le bras de Carr, lui pincer la joue, le regarder avec une intensité surprenante pendant les réunions du conseil. Il aurait déclaré qu'il ne pouvait être heureux sans son favori, un aveu public de dépendance émotionnelle qui brouillait la ligne sacrée entre la personne privée du monarque et sa fonction publique. Ce n'était pas l'utilisation calculée d'un favori comme outil politique, comme Élisabeth l'avait fait, c'était quelque chose de beaucoup plus brut et personnel. Carr lui-même était un réceptacle improbable pour un pouvoir aussi immense. Il était plus connu pour son beau visage et son physique avantageux que pour son acumène politique ou sa profondeur intellectuelle. Il était en essence un beau chiffre, un homme dont la principale qualification était sa capacité à capturer et à retenir l'affection du roi. Les grands seigneurs d'Angleterre, des hommes issus de familles anciennes et puissantes comme les Howard et les Cecil, étaient contraints de s'incliner et de ramper devant ce parvenu, cette créature de la passion du roi. Leur animosité était une force dangereuse et volatile qui se cristallisait dans l'ombre de la cour. Le royaume était désormais effectivement gouverné par un duumvirat, le roi et son bien-aimé. C'était une structure bâtie non pas sur les fondations stables de la loi et de la tradition, mais sur les sables mouvants de l'engouement d'un monarque, et elle commençait à se fissurer. Le pouvoir du comte de Somerset, apparemment absolu, reposait sur une fondation cachée. Cette fondation était un homme nommé Sir Thomas Overbury. Overbury était tout ce que Carr n'était pas. Férocement intelligent, politiquement avisé, impitoyablement ambitieux et un brillant écrivain. Les deux hommes s'étaient rencontrés jeunes, et un lien puissant s'était formé entre eux. C'était l'esprit d'Overbury qui guidait l'ascension de Carr, ces mots qui remplissaient la bouche de Carr à la chambre du conseil, ces stratégies qui solidifiaient le pouvoir de Carr. Leur relation était une symbiose de la beauté et de l'intelligence, un partenariat qui dominait la cour. Mais ce partenariat était destiné à une rupture catastrophique, et la cause, comme c'est si souvent le cas, fut une femme. Elle s'appelait Frances Howard, fille du puissant clan Howard et épouse du comte d'Essex. Piégée dans un mariage politique misérable et non consommé, elle était belle, volontaire et absolument captivante. Elle et Robert Carr entamèrent une liaison passionnée et adultère, un jeu dangereux joué sous les feux de la rampe de la cour. France voulait plus qu'un amant secret, elle voulait un mari. Elle entama une procédure pour faire annuler son mariage au motif de l'impuissance de son mari, une humiliation scandaleuse et publique. C'est ici que Sir Thomas Overbury commit son erreur fatale. Il ne voyait pas Frances Howard comme un objet d'amour, mais comme un passif politique, une représentante d'une faction rivale qui empoisonnerait l'esprit de Carr et briserait leur propre partenariat profitable. Il s'opposa à ce mariage de toutes ses forces,
usant de son influence considérable et de son esprit venimeux pour en détourner Carr. Il aurait dit à son ami que la femme était connue pour son préjudice et son immodestie, et que l'épouser serait la ruine de son honneur et de sa fortune. Il en savait trop, et il parlait trop librement. Les amants, furieux de son opposition, se retournèrent contre lui. Un piège fut tendu. Jacques, poussé par Carr, offrit à Overbury un poste diplomatique à l'étranger. Quand Overbury, préférant rester au cœur du pouvoir, refusa, ce refus fut présenté comme un acte de désobéissance insolente envers le roi. En avril 1613, Sir Thomas Overbury, l'architecte de la fortune d'un favori, fut arrêté et emprisonné dans la Tour de Londres, réduit au silence sur l'ordre de l'homme même qui l'avait fait. Cette décision sema un frisson de peur à travers la cour. Un homme pouvait être défait non par ses ennemis, mais par son ami le plus proche, avec l'assentiment silencieux d'un roi éperdu. Les murs de pierre de la Tour de Londres étaient conçus pour retenir le corps d'un homme, mais ils pouvaient aussi devenir son tombeau. Pour Sir Thomas Overbury, sa cellule dans la Tour sanglante allait être le théâtre d'une exécution lente, atroce et méticuleusement planifiée. Ce qui suivit ne fut pas la justice rapide de la hache, mais une mort insidieuse administrée goutte à goutte, une conspiration d'empoisonnement qui se lit comme un roman d'horreur gothique. Franz Howard, avec la complicité de son grand-oncle le comte de Northampton et l'assentiment silencieux et désespéré de Robert Carr, orchestra le complot meurtrier depuis l'extérieur des murs. Ils s'assurèrent les services d'un nouveau lieutenant de la tour, docile, et placèrent un homme nommé Richard Weston comme gardien personnel d'Overbury. Weston n'était pas un gardien, c'était un assassin. Le complot était un chef-d'œuvre de cruauté insidieuse. Les poisons étaient administrés dans les repas quotidiens d'Overbury. Imaginez la scène. Un plateau de nourriture, une tarte ou un plat de gelée d'apparence normale, arrivant dans la pénombre de la cellule. Mais à l'intérieur étaient mélangées des doses d'arsenic blanc et de cantharide, des substances choisies pour imiter les symptômes d'une maladie débilitante pour que la mort paraisse naturelle. Lorsque celles-ci se révélèrent trop lentes, des mesures plus drastiques furent prises. Du sublimé corrosif de mercure fut ajouté à sa nourriture et à sa boisson. Le langage de l'apothicaire devient la grammaire du meurtre. Pourtant, Overbury s'accrochait à la vie. Sa constitution était forte et il luttait contre l'ennemi invisible qui le dévorait de l'intérieur. Les conspirateurs devinrent désespérés. Finalement, un garçon apothicaire fut envoyé avec un lavement empoisonné, un cocktail grotesque contenant du sublimé de mercure. Cette violation finale et horrible s'avéra trop lourde pour son corps ravagé. Le 15 septembre 1613, après des mois de tourments, Sir Thomas Overbury mourut dans d'atroces souffrances. Son corps était une horreur, émacié, couvert de plaies, sa peau décolorée. Il fut enterré avec une hâte indécente dans l'enceinte de la tour, son histoire apparemment ensevelie avec lui. L'acte lui-même était le produit de l'amour obsessionnel entre Carr et France, mais sa possibilité, son exécution dans la propre prison du roi, était une conséquence directe de l'amour obsessionnel du roi pour Carr. La faveur royale qui avait élevé un homme était devenue le bouclier pour le meurtre d'un autre. L'obscurité avait reçu la permission de s'envenimer. Le fantôme d'Overbury réduit au silence sous les pierres de la chapelle, Robert Carr et Franz Howard étaient libres. Leur voie était tracée. L'annulation de France fut accordée lors d'un procès spectaculaire qui scandalisa la nation avec ses preuves gynécologiques explicites, et en décembre 1613, ils se marièrent lors d'une cérémonie d'une magnificence inégalée, payée par le roi lui-même. Carr, désormais comte de Somerset, se tenait au zénith absolu de son pouvoir, sa belle épouse à son bras. Il était intouchable, le bien-aimé du roi, à l'abri de toute conséquence. Mais le meurtre est un spectre tenace. Le secret, détenu par une chaîne de conspirateurs, commença à s'effilocher. 2 années passèrent. Le garçon apothicaire, celui qui avait administré le lavement fatal, tomba malade et, se croyant sur son lit de mort, avoua sa participation au crime. Le murmure devint une rumeur, la rumeur une enquête. Le Lord Juge en chef, Sir Edward Coke, un homme à l'intellect redoutable et à la volonté inflexible, prit en charge l'enquête. La chaîne de complicité fut suivie maillon par maillon douloureux, des gardiens au lieutenant de la tour jusqu'au couple doré lui-même. Les révélations provoquèrent une onde de choc dans tout le royaume. Le roi Jacques fut plongé dans un état de profonde agitation. Il était la source de toute justice dans son royaume, un rôle qu'il prenait avec un sérieux théologique. Pourtant, les accusés étaient son plus cher ami et son épouse. Il pleura, il tempêta,
il vacilla. Dans un moment d'angoisse publique, il aurait prêté un serment solennel, invoquant la malédiction de Dieu sur lui-même et sa postérité s'il épargnait toute personne reconnue coupable. Les procès qui suivirent furent la sensation de l'époque. Les conspirateurs de moindre importance furent jugés, condamnés et pendus, un par un. Puis vint le tour de la comtesse et du comte de Somerset. Franz plaida coupable. Carr, arrogant jusqu'au bout, clama son innocence. Il fut condamné lors d'un procès spectaculaire, sa chute aussi spectaculaire que son ascension. Le roi se retrouva face à un choix terrible. Honorer son serment sacré et envoyer l'homme qu'il aimait à la potence, ou bafouer sa propre justice. Finalement, son affection, bien que brisée, l'emporta. Il leur épargna la vie, commuant les condamnations à mort en emprisonnement dans la tour, l'endroit même où leur victime avait péri. Le grand favori était tombé, laissant un vide béant aux côtés du roi. La chute d'un soleil nécessite l'ascension d'un autre. La nature et la cour jacobéenne a horreur du vide. Alors même que le scandale de Somerset atteignait son apogée sordide, les factions opposées au favori déchu préparaient déjà son remplaçant. Elles avaient appris une leçon vitale. Pour contrôler le royaume, il fallait contrôler le cœur du roi, et la clé de ce cœur était un visage exquis et une silhouette gracieuse. Leur candidat était un jeune homme nommé Georges Villiers. Il était, de l'avis de tous, une figure d'une beauté presque surnaturelle. Un contemporain le décrivit comme « l'homme au plus beau corps de toute l'Angleterre ». Il fut amené à la cour en 1614 et placé stratégiquement là où le roi ne pouvait manquer de le remarquer. L'effet fut instantané et électrique. Jacques fut totalement, complètement et immédiatement épris. Si son affection pour Carr avait été un feu dévorant, son amour pour Villiers était une supernova. Il donna au jeune homme le surnom de « Steenie », une référence à Saint-Étienne, dont on disait qu'il avait le visage d'un ange. L'ascension de Georges Villiers fut encore plus vertigineuse que celle de son prédécesseur. Il fut fait chevalier, puis vicomte, comte, marquis, et enfin, duc de Buckingham. Un titre d'une importance presque royale. Les lettres du roi à son intention ont survécu, et ce sont des documents d'une intimité émotionnelle et physique surprenante. Jacques se référait à Buckingham comme « mon doux enfant et épouse », et à lui-même comme « ton cher papa et mari ». C'était une relation d'une intensité si ouverte qu'elle ne laissait aucune place au doute ou à l'interprétation. La cour, toujours adaptable, se réaligna simplement autour de ce nouveau centre de gravité. Les factions qui avaient orchestré l'ascension de Villiers, croyant qu'il serait leur marionnette, découvrirent bientôt leur erreur de calcul. Villiers n'était pas Robert Carr. Il n'était pas une beauté passive. Il était intelligent, charmant, politiquement ambitieux et absolument impitoyable. Il apprit vite que son pouvoir ne dépendait que d'une seule chose, sa domination personnelle et émotionnelle absolue sur le roi d'Angleterre. Le royaume avait simplement échangé un maître contre un autre, plus capable. Le schéma pathologique de la psychologie du roi était mis à nu aux yeux de tous, un cycle d'obsession et d'élévation qui subordonnait le bien, être de l'État aux besoins désespérés de compagnie du monarque. Le règne de Buckingham ne fut pas simplement une répétition de l'ère Somerset, ce fut une escalade. Là où le pouvoir de Carr avait été largement domestique, une affaire de patronage et d'intrigue de cour, l'influence de Buckingham s'étendit au plus haut niveau de la diplomatie internationale et de la politique d'État. Il devint en effet le co-dirigeant de l'Angleterre. La dépendance du roi à son égard était totale. Jacques, vieillissant et de plus en plus infirme, délégua la quasi-totalité du pouvoir exécutif à son magnifique favori. La parole de Buckingham était loi. Sa famille fut enrichie, ses alliés promus, ses ennemis écrasés. Cette externalisation du pouvoir monarchique à un seul individu non élu eut des conséquences catastrophiques pour la nation. L'ambition et l'arrogance du duc le conduisirent à poursuivre une série d'aventures de politique étrangère désastreuses. La plus notoire fut le mariage espagnol. En 1623, dans un acte d'une stupidité diplomatique à couper le souffle, Buckingham et l'héritier du trône, le prince Charles, se rendirent incognito en Espagne pour tenter de conclure un traité de mariage avec l'infante d'Espagne. L'expédition fut un échec humiliant. Non seulement elle ne parvint pas à assurer le mariage, mais elle antagonisa inutilement l'une des grandes puissances européennes et enflamma le sentiment anticatholique dans le pays. Sur le plan intérieur, les politiques de Buckingham étaient également impopulaires. Il se fit le champion de campagnes militaires coûteuses et infructueuses et fut largement, et à juste titre, blâmé pour les difficultés financières de la nation. Le Parlement, qui se méfiait du roi depuis des années,
avait désormais un point de mire pour sa haine. Buckingham devint connu comme le « griffe de tous les griffes », la source de tous les maux du royaume. Il fut mis en accusation par le Parlement, une motion à laquelle le roi résista furieusement. La relation symbiotique entre le vieux roi et sa jeune épouse était devenue un passif national. Le lien intime qui apportait un réconfort personnel à Jacques entraînait son royaume vers une crise constitutionnelle. Les chuchotements dans les galeries du palais s'étaient transformés en un rugissement de dissidence publique, une tempête politique qui prenait de l'ampleur et qui, sous le règne suivant, s'abattrait sur la tête du fils du roi. Les graines de la guerre civile anglaise étaient arrosées par les larmes d'affection d'un roi pour son beau et désastreux duc. Les dernières années du roi Jacques Ier furent une lente et sombre descente. Son corps, jamais robuste, commença à le lâcher. Il était tourmenté par l'arthrite, la goutte et les calculs rénaux, sa déchéance physique étant une sinistre métaphore de l'état politique de son royaume. La vivacité intellectuelle qui lui avait autrefois valu le titre de fou le plus sage de la chrétienté était obscurcie par la douleur et la fatigue. À travers tout cela, sa seule constante était Buckingham. Steenie restait à ses côtés, son pouvoir absolu, sa présence le seul baume pour la souffrance du roi. La dépendance de Jacques devint encore plus prononcée, ses lettres remplies d'un besoin pathétique et désespéré de réconfort et d'affection. Il était roi en titre, mais sujet de cœur, totalement captif de l'homme qu'il avait créé. En réfléchissant à son règne, nous sommes confrontés à un héritage de profondes contradictions. C'était le roi qui réussit à unir les couronnes d'Écosse et d'Angleterre, un exploit politique qui avait échappé aux monarques pendant des siècles. C'était un véritable érudit qui parraina le livre le plus influent de la langue anglaise, la Bible du roi Jacques, une œuvre dont les cadences poétiques ont façonné l'âme même de la langue. Pourtant, ce même homme, par une faille personnelle profonde, mit son royaume sur la voie de l'autodestruction. Son incapacité à séparer le personnel du politique, son élévation du désir privé au-dessus du devoir public, a corrodé les fondations de la monarchie. Il enseigna à son fils, Charles, une leçon fatale, que la volonté d'un roi était absolue et que les favoris pouvaient être utilisés pour contourner les structures traditionnelles de gouvernement comme le Parlement. C'était une leçon que Charles prendrait à cœur et qui le mènerait, finalement, à l'échafaud du bourreau. Le symbolisme est inéluctable. Le corps physique du roi, le corps politique, était malade. La cour était corrompue, le trésor était vide, et la relation entre la couronne et le peuple était fracturée. Jacques n'a pas causé la guerre civile anglaise, mais son règne a créé les conditions qui l'ont rendu inévitable. Sa vulnérabilité personnelle, son besoin humain et douloureux d'amour et d'intimité, devint un cancer politique qui se propagea dans tout son royaume, une faiblesse que le pouvoir redoutable du droit divin ne pouvait guérir. Alors que nous concluons notre voyage dans le cœur ténébreux de la cour jacobéenne, il nous reste à méditer sur les thèmes intemporels et troublants qui émergent de la vie du roi Jacques Ier. Nous avons commencé par nous demander comment les désirs privés d'un roi pouvaient devenir un poison dans les veines de l'État, et nous avons vu la réponse se dérouler dans un drame d'obsession, de meurtre et de ruine politique. L'histoire de Jacques et de ses favoris est plus qu'une simple curiosité historique, plus qu'un conte morbide de scandale royal. C'est une profonde méditation sur la nature même du pouvoir. Elle révèle que l'autorité absolue est une construction fragile, perpétuellement vulnérable aux émotions humaines les plus banales et les plus puissantes. La solitude, le désir et le besoin désespéré d'être aimé. Le récit du règne de Jacques sert de puissant point d'orgue thématique à notre exploration. Il démontre avec une clarté effrayante qu'aucune justification théologique du droit divin ne peut isoler un royaume des failles de son roi. La chambre du monarque, dans ce cas, devint une extension de la chambre du conseil, et ses affections personnelles devinrent le budget national. Le résultat fut un gouvernement bâti non sur la raison ou la justice, mais sur les caprices changeants de l'engouement. Telle est l'implication philosophique durable du règne de Jacques. Il pose une question rhétorique qui résonne à travers les siècles. Comment un système qui concentre tant de pouvoir en un seul être humain imparfait peut-il espérer rester stable? Jacques n'était pas un monstre. Il était, à bien des égards, une figure sympathique et tragique. Un garçon solitaire devenu un roi solitaire, cherchant perpétuellement une sécurité et un amour qu'il ne pourrait jamais vraiment trouver. Mais sa tragédie personnelle devint la crise de son royaume, un héritage de dettes, de divisions et de désastres qu'il légua à son malheureux fils. L'histoire du roi qui forçait ses courtisans dans son lit est finalement un sombre rappel du lien intime, souvent horrible, entre la psychologie d'un dirigeant et le destin d'une nation.